J'avais hâte de vous parler d'une approche pratiquée en coaching qui s'appelle l'approche narrative. Elle est extraordinaire. L'acte aussi, j'apprécie énormément cette facette du coaching. Là, je vais commencer par citer le fondateur, Michael White, dans les années 1980 de l'approche narrative. C'était un travailleur social australien qui a voulu aider les populations victimes de traumatismes importants. Il est allé à la rencontre des populations aborigènes qui lui ont ouvert le regard sur sa pratique en lui montrant finalement qu'il était intéressant de se pencher sur son histoire et l'histoire de ses ancêtres et donc à l'instar par exemple de l'art-thérapie, l'approche narrative, malgré les différences de langage ou les incompréhensions, les différentes normes culturelles entre les peuples, est une forme de relation d'aide universelle où l'on peut communiquer par la musique, l'art, les chants. Et voilà, donc je vais le citer. La vie présente des gens ne peut se réduire à des diagnostics trop rigides et trop étriqués pour contenir les capacités étonnantes que révèlent leurs histoires. Donc, la plupart du temps, comme notre réalité est une construction, nous nous racontons l'histoire de notre vie. Aujourd'hui, par exemple, si on vous demande de vous définir et de faire votre biographie, eh bien, vous allez choisir des mots particuliers qui vont résumer l'histoire de votre vie, que ce soit personnelle, professionnelle ou générale. Et cette version-là s'appelle l'histoire dominante que vous racontez sur vous-même. Et dans cette histoire, si vous pensez avoir des problèmes aujourd'hui, il est possible que vous pensiez que vous êtes le problème. L'approche narrative va chercher à favoriser les exceptions. Les événements, par exemple, quotidiens, que vous ne pensez pas à inclure dans votre histoire de vie, des petites choses qui sont laissées de côté sur le bord du chemin alors qu'elles pourraient avoir une plus grande importance que ça à vos yeux et ainsi vous pourriez vous redéfinir par rapport à elles. Là où vous pensez auteur dans votre histoire, pardon, dans votre histoire, vous pouvez en devenir l'auteur, c'est-à-dire la réécrire de manière plus aidante et constructive, car c'est vous qui la construisez, cette histoire. Et alors qu'un auteur joue un rôle qu'il n'a pas écrit, que l'auteur a écrit, l'acteur joue un rôle, et bien l'auteur écrit sa propre histoire. Et donc cette approche narrative invite les personnes à ne pas subir, mais à inventer, à construire eux-mêmes leur propre histoire. Donc les fondamentaux du processus narratif sont que les réalités sont des constructions sociales. Il y a de multiples façons de décrire et classer la réalité de n'importe quelle situation. Le savoir est une construction, ce n'est pas une découverte. On est vraiment dans le courant constructiviste, toujours. Les réalités sont organisées et maintenues à travers un récit. Alors on parle de ponctuation, c'est-à-dire que un récit quelconque sur un événement quelconque, par exemple, une personne vient en coaching parce que elle se sent mal à l'aise au travail ou en épuisement ou harcelée par un collègue, et bien le sens de cette histoire dépend de la ponctuation, c'est-à-dire le moment où la personne fait démarrer son récit. Et elle peut omettre certains détails qui font qu'en réalité ou dans une autre version de l'histoire, on appelle ça une version alternative, et bien la personne qui harcèle a peut-être d'autres motivations, en tout cas pas forcément celles que l'histoire dominante veut bien faire entendre. Donc ainsi, le sens, la réalité construite par nos mots serait transformée, différente, toujours vraie et attachée au réel, mais la partie aidante serait mise en avant. Il ne s'agit pas non plus de créer quelque chose qui n'existe pas, il s'agit
de focaliser son attention sur d'autres éléments qui finalement donneraient un autre sens et seraient plutôt salvateurs et importants. Pour ce faire, il convient de nous attacher à s'intéresser aux images, une par une, plutôt qu'à l'ensemble qu'elles forment, puisque finalement on analyse peut-être de manière trop abrupte et on peut faire des raccourcis. C'est-à-dire que plusieurs croyances amènent à une version qui est biaisée. Alors que si on s'intéresse aux diverses représentations, aux différentes images, eh bien on voit un petit peu le fil qui s'est construit et les tenants et aboutissants d'une version peuvent être finalement une manière de déconstruire cette version-là et de la reformer, de la recombiner différemment. Et c'est important, c'est aussi une manière de prendre du recul et de déconstruire pour reconstruire. Donc tout l'art du coach va consister à faire des fouilles, de l'archéologie pour réhabiliter des compétences, des qualités, des événements intéressants à faire émerger dans la réalité du coaché afin de l'aider à ajuster par lui-même sa représentation de son histoire de vie ainsi que les liens qu'il entretient avec les autres. Donc ça peut être aussi très agréable de se rendre compte que voilà, il n'y a pas que des boucs émissaires, il n'y a pas que des sauveurs, des victimes ou des bourreaux. Hein. C'est le triangle de Karpman, c'est vraiment tous les jeux dramatiques là, de l'analyse transactionnelle peuvent être complètement démontés grâce à cette nouvelle version. Je vais vous citer maintenant Erikson, parce que je vais parler de l'approche ericksonienne qui me tient particulièrement à cœur étant praticienne en hypnose. L'histoire d'un individu est construite par ses expériences, marquées dans sa mémoire autobiographique. Et donc, en mettant le conscient entre parenthèses, on laisse faire l'inconscient et ses ressources infinies. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous expliquais dans l'autre vidéo sur les fondamentaux du coaching. Je crois que c'est la partie 2. Voilà, donc les suggestions et prescriptions qu'offre Erikson à ses patients visent à créer un contexte dans lequel ceux-ci trouvent eux-mêmes les solutions qui leur conviennent. Erikson incite ses patients à utiliser toutes leurs ressources et compétences pour atteindre leurs objectifs et les aider à développer des habitudes qui les satisfassent. Donc Milton Erickson utilise plusieurs stratagèmes qui visent tous à s'adresser au cerveau droit, c'est-à-dire au cerveau imaginatif et adaptatif, en court-circuitant le cerveau gauche, hein, donc celui qui est rationnel et automatique. Il a modernisé le processus hypnotique introspectif qui a été... bon, alors l'hypnose, ça existe depuis l'Antiquité, mais on l'a vu en France avec Charcot, on l'a vu après en Autriche avec Freud. Mais voilà, Freud l'a abandonné au profit de la psychanalyse. Erikson, lui, il a vraiment été le père fondateur de l'hypnothérapie. Donc, vers les années 1920, il invente cette technique thérapeutique révolutionnaire et pour Erikson, l'inconscient de chaque individu avec qui il communique est un trésor où se cachent des solutions pour lui. Il observe lors de ses séances les réactions de ses patients afin de déceler à travers leurs expressions verbales et non verbales les clés du changement. L'information que donne Erikson aux patients est à la fois rendue par ce dernier et empreinte d'une forme intuitive indéfinissable. Cet état de fait a rendu difficile les questions de cas déontologiques de la pratique de l'hypnothérapie. En fait, Erikson était un thérapeute extrêmement intuitif. Donc l'intuition, c'est quelque chose qui est tellement difficile à définir et à théoriser surtout que malheureusement l'hypnothérapie n'est pas reconnue et n'est pas agréée en fait. Hein. C'est pour ça que je me présente plutôt en tant que coach qui utilise les outils d'hypnose plus qu'en tant qu'hypnothérapeute. D'autant plus que la plupart des gens ont beaucoup d'idées reçues et pensent que l'hypnose peut régler des problèmes en une séance comme une baguette magique et ce n'est pas le cas. Alors, l'intuition donc ne s'apprend pas, elle vient avec la pratique, l'expérience et l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire la capacité, comme dirait Rogers, à éprouver de l'empathie, c'est-à-dire à se mettre à la place de l'autre, à finalement se décentrer de soi
et à vivre, à comprendre, à intégrer la souffrance de l'autre, son point de vue, sa vision du monde, hein, sans pour autant souffrir soi-même, bien sûr. Le coach utilise donc des techniques d'hypnose ericksonienne dans un cadre ouvert et permissif, un cadre respectueux de l'individualité et des limites de chacun, dans lequel le coaché peut raconter des histoires riches en émotions qui peuvent être source de changements profonds. C'est vraiment l'émotion qui va être la clé du changement, parce que l'émotion c'est l'action, et bien souvent simplement l'objectivité, le rationnel, va plutôt être un frein, et le cerveau va reprendre ses mauvaises habitudes automatiques. Mais si on s'adresse à l'émotion, et bien là il est possible d'avoir comment j'ai appelé ça tout à l'heure, une expérience émotionnelle correctrice qui va vraiment être moteur pour changer ses stratégies, et donc recombiner au niveau de ses synapses de nouveaux comportements en vue de changer effectivement ses manières de voir le monde et d'agir. Voilà, et maintenant je vais vous parler des contes et des métaphores, et je vais aussi vous raconter de belles histoires dans la vidéo suivante. À bientôt!